Je suis donc étudiante dans le diplôme Apprendre par le jeu. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, on va démarrer cette matinée donc, avec Alexandre Duhart et Nilo Masséna de la communauté Feedback, accompagnés de Julien Saint-Sama. Nilo peut-être ne fait pas partie de Feedback, mais ils se présenteront mieux que je puisse le faire. Donc, vous avez 3/4 d'heure et 9 heures pile. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes Julien Sansama et Nilo Masséna. Alex, il va être plus observateur dans cette présentation aujourd'hui. Et nous sommes tous les deux, nous travaillons avec Feedback, tous les deux, et nous sommes venus pour présenter certains des outils qu'on utilise chez Feedback. Juste pour vous présenter un peu plus en ordre du jour et qu'est-ce que c'est Feedback. Feedback est une agence, mais aussi une communauté, un lab et une académie qui travaillent tous autour de la démocratisation de la gamification. C'est un peu le but majeur de Feedback. Et pour pouvoir vous présenter les deux outils qu'on veut présenter, qu'on a développés avec eux, on va un peu présenter d'abord comment Feedback fonctionne, donc la méthode Feedback qu'ils utilisent, pour pouvoir vous présenter un peu plus sur les jeux. Et à la fin, on aura un temps pour échanger autour des outils qu'on vous présentera. Je pense que ça peut être un échange assez riche. Julien, je te laisse te présenter un peu mieux. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je ne travaille pas vraiment avec Feedback. J'ai collaboré avec eux sur la création d'un questionnaire, donc le petit que vous voyez ici. Je suis doctorant en gamification. Je suis doctorant à l'Université de Montpellier et je travaille sur la gamification en sciences de gestion pour voir un peu comment ça crée de l'engagement chez les utilisateurs de la gamification. Et du coup, moi, Nilo, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Feedback, j'ai été amené à travailler avec eux et là, on continue notre collaboration. Et du coup, avec eux, on a développé les Persona Cards, qui est un outil complémentaire pour la même étape que le questionnaire. On vous présentera ça un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on parle d'étapes? C'est quoi l'étape I? En fait, chez Feedback, on a une méthode qui s'appelle la méthode Feedback où on a 6 étapes. Donc, chaque étape consiste à une lettre qui est utilisée dans la méthode. Et elles peuvent être plus ou moins denses ou être utilisées de façon combinée ou isolée en fonction du type de projet qu'on va être amené à intervenir. L'idée de la méthode Feedback, c'est qu'en faisant les tours de la méthode Feedback, on aboutisse un projet du début à la fin. Donc, le F, au début, on va travailler sur le fait, donc sur les contextes qui sont autour du projet de gamification. I, on va parler d'identité, donc du coup du public, des personnes qui vont être touchées par les projets. En D, on va travailler les dynamiques des motivations. On va parler des leviers d'engagement, donc les leviers de gamification qu'on va être amené à utiliser dans le projet. On vous parlera un peu plus dans la suite. Le B, c'est bénéfices utilisateurs. Donc, du coup, avec les leviers qu'on a choisis, avec les outils de gamification qu'on va mettre en place, quelle est la valeur ajoutée? A pour approche, donc du coup, à quel point et comment on va travailler l'appropriation de ces outils, à l'appropriation de ces nouveaux éléments de gamification par l'utilisateur. Et le K à la fin, le KPI, donc du coup, les indicateurs, on va chercher à boucler en fait tout le processus qu'on a fait, donc du coup, pour assurer l'efficacité de la gamification qu'on a mis en place. Là, pourquoi je vous explique tout ça? En fait, juste pour expliquer que le I, qui est notre cible, enfin notre point d'attention aujourd'hui pour vous présenter les deux outils, les questionnaires et les Persona Cards. Et avant d'en parler sur les deux, ça va être connecté au D, donc du coup des dynamiques des motivations qui sont concrétisées, enfin contextualisées via les Gamificards. C'est notre outil principal, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, je passe un peu la présentation, parce que sur le D, on va parler des leviers d'engagement. Du coup, il y a différentes théories. Donc, on va avoir les typologies de Barclay, entre autres, qui vont essayer de cadrer ou de classer les types de joueurs ou même les compétences qui vont être plus intrinsèques ou extrinsèques. Et chez Feedback, on utilise en interne cette roue de levier. Donc, du coup, on travaille avec 9 différents leviers d'engagement. L'influence sociale, l'aversion à la perte, la curiosité et imprévisibilité, la créativité, autonomie, la compétence maîtrise, le sens, la possession, la rareté et pénurie et l'immersion. Et dans tous les projets, on va essayer de trouver quels sont les leviers qui sont plus présents ou qui peuvent être les plus efficaces lors de la mise en place d'un projet. Donc, du coup, dès l'étape des cadrages,
qui vont être le F et les I. Donc, du coup, on va comprendre l'enjeu, les contextes et la problématique à résoudre. Et sur le I, on va comprendre les profils qui vont correspondre en fait à ces contextes qu'on a définis auparavant. On va utiliser ces deux pour que dans l'étape D, du coup, c'est un peu l'étape clé, l'étape principale, pour définir quels sont les leviers et comment on va mettre en place ces leviers à travers des éléments des gamifications. Je vous explique tout ça pour que vous ayez en tête que par rapport au type de profil, la façon comment on va cadrer les profils va être basée sur ces 9 leviers. Du coup, je passe la parole à Julien pour qu'il puisse vous expliquer comment on le fait, comment on cadre ces leviers à partir du questionnaire. Merci beaucoup, Nilo. D'abord, je vais peut-être commencer par définir la gamification. Peut-être que certains ne sont pas forcément adeptes. Du coup, c'est traditionnellement défini comme l'utilisation d'éléments de jeu dans un contexte de non-jeu. Cette définition a été posée en 2011 par Deterding et ses collègues. Et en fait, depuis 2011, l'intérêt du sujet n'a fait qu'évoluer, se suivant d'une réflexion assez simple, en fait, qui est est-ce que toute l'énergie que mettent les personnes dans les jeux, ces dizaines d'heures par semaine qu'on dépense dans cette activité, que ce soit des jeux de vidéo ou des jeux de société, j'en fais moi-même partie, peuvent-elles être transposées dans des activités qui sont non ludiques ou que l'on pourrait juger peut-être plus productives? Ça rend l'expérience pour le moins plus fun ou provoquer un amusement intense. Le but de la gamification, c'est quand même d'apporter un peu plus d'engagement, un peu plus de motivation de la part d'une personne sur une activité, et cela dans une direction souhaitée par les concepteurs. Et cela en appliquant des éléments de jeu, des mécanismes de jeu. Donc c'est une bonne réflexion qui semble assez simple aux premiers abords, mais en réalité beaucoup plus compliqué dans la pratique, puisque appliquer des éléments de jeu, en fait, dans une activité, en fait, c'est un métier. Il faut comprendre l'utilité des mécanismes, concevoir ces mécanismes, comprendre les dynamiques que les mécanismes entraînent, des dynamiques de jeu que les mécanismes entraînent tous ensemble. Et dans l'ensemble, on doit comprendre aussi le design que doit posséder une gamification. Donc, pour cela, on doit s'intéresser plutôt... Ah, tu as zappé, reviens en arrière, s'il te plaît, Nilo. Merci. Donc, du coup, on doit cerner les différentes méthodes de conception de dispositifs gamifiés existants pour comprendre comment fonctionne la gamification. Et moi, pour présenter un peu cette nécessité de comprendre les méthodes de conception, on s'appuie souvent sur une citation qui a été émise par le cabinet de recherche Gartner en 2014, qui présentait que 80% des projets de gamification, des applications de gamification, échoueraient, ne parviendraient pas à atteindre les objectifs commerciaux qui avaient été attribués initialement, et cela principalement dû à une mauvaise conception, à une mauvaise compréhension du design de gamification. Ces propos sont suivis par d'autres chercheurs, par d'autres écrits, sans pour autant donner des chiffres. Là, c'est bon, tu peux passer, Nilo, s'il te plaît. Merci. En tant que doctorant, moi, je m'intéresse plus principalement à la lecture d'articles et de communication scientifique. Il y a finalement assez peu d'auteurs qui présentent des méthodes de conception de gamification. Celle qui m'intéresse le plus, c'est celle de Mershauser et ses collègues, qui présentent une méthode complète qui se déroule en 5 temps. Pour réaliser cette méthode, ils ont fait 25 entretiens avec des experts de la gamification et ont bien sûr travaillé sur la littérature scientifique existante. Et ils ont montré donc, du coup, qu'il y avait 5 temps à respecter quand on réalise une gamification. Donc, le premier temps, la préparation du projet. En fait, cette méthode est assez proche de la méthode feedback, finalement. Donc, Mershauser, c'est quoi? Il présente la préparation du projet comme premier point, où on va se rencontrer entre gamificateurs et mandataires du projet, clients du projet, pour définir des objectifs, les classer entre eux, classer l'importance des objectifs, cerner la façon dont on mesurera le succès de notre gamification. Dans quelle mesure on va pouvoir implanter la gamification au sein de l'entreprise, au sein d'une activité, et aussi d'autres conditions comme le budget, la deadline, ou comprendre un peu plus profondément l'entreprise, le contexte avec la présentation de la culture d'entreprise, par exemple. Ce qui nous intéresse un peu plus principalement aujourd'hui, c'est la deuxième étape, l'analyse du contexte utilisateur. Donc, Mershauser et ses collègues présentent tout d'abord l'utilité de comprendre le contexte de l'entreprise. Ça va être
ça va être de comprendre dans un premier temps tout ce qui est lié à l'entreprise, tout ce qui est lié à l'activité, au métier qu'on va gamifier, mais aussi aux différents outils qui sont associés, des outils informatiques, si on veut faire une gamification numérique, par exemple. Voir aussi si les futurs utilisateurs ont une compréhension de leur activité, enfin, voir quelle est la compréhension de l'activité des futurs utilisateurs. Et on va aussi analyser plus en profondeur les utilisateurs, avec une analyse utilisateur, dans laquelle on va étudier finalement les différents besoins, préférences, vecteurs de motivation des salariés. Avec les informations de la première et de la deuxième étape, on va pouvoir passer en phase d'idéation, où il va y avoir beaucoup de brainstorming de la part des gamificateurs, et on va pouvoir faire émerger différents éléments de jeu à mobiliser, les combiner, comment les combiner, qu'est-ce que cela va apporter à l'utilisateur. Et on pourra emprunter aussi des éléments au game design un peu plus traditionnel, en utilisant des concepts tels que la boucle d'engagement ou le player journey, par exemple. Une fois qu'on a imaginé notre gamification, on passe au design et prototype. Le but là, c'est de proposer très rapidement un MVP, une première version de notre gamification pour pouvoir la tester et la retester, voir si elle est jouable, voir si elle est applicable, voir s'il y a déjà des premiers éléments de motivation et d'engagement qui se dégagent de nos prototypes. Et une fois qu'on a travaillé sur nos prototypes, qu'on l'a fait évoluer, on va pouvoir l'implanter dans l'activité et on passera à une phase d'évaluation avec des analyses qualitatives. On fera peut-être des entretiens avec les utilisateurs. On pourra faire du shadowing, même se regarder ce que ressent un utilisateur pendant l'utilisation d'une gamification, ou on va pouvoir utiliser des métriques avec une analyse un peu plus quantitative pour voir un peu la réussite du projet, bien sûr en réutilisant les objectifs qu'on a cités dans la première partie. Donc nous, avec Alexandre, on s'est intéressé à cette phase d'analyse utilisateur qui est ici en vert, et avec le développement du questionnaire. Nous voulions créer un outil qui permette de cerner les préférences, les besoins et les sensibilités des futurs utilisateurs et les relier avec les dimensions que vous avez présentées, Nilo, précédemment. Et tout cela, que ce soit le plus facilement possible pour les gamificateurs. Tu peux passer, Nilo, s'il te plaît. Merci. Donc, nous avons utilisé les différents travaux réalisés chez Feedback et des éléments qui sont présents dans la littérature pour créer une première version d'un questionnaire avec initialement 37 questions devant mesurer les préférences des utilisateurs. Cela donnait en fait à l'utilisateur, une fois qu'il avait complété le questionnaire, un petit graphique que vous pouvez voir à droite, présentant le profil de l'utilisateur et ses différentes sensibilités en termes de levier d'engagement. Vous pouvez voir celui que j'ai réalisé moi à droite, qui est dans le profil type des utilisateurs habituels. Donc au total, on a récupéré plus de 400 réponses en cumulant deux phases de test de ce questionnaire. Et nous avons traité ces 400 réponses à l'aide d'outils statistiques qui étaient proposés par IBM comme SPSS et ANOS. Nous sommes arrivés finalement à un questionnaire qui présente aujourd'hui 18 questions et qui présente en fait les sensibilités des utilisateurs. Et en plus de la création de ce questionnaire, finalement, on a montré que les réponses des répondants ont montré qu'il y avait plusieurs corrélations entre certaines de ces dimensions. Ces corrélations nous permettent d'affiner encore plus notre analyse utilisateur, et aident à la phase d'idéation des gamificateurs, puisqu'on peut voir que certaines dimensions interagissent plutôt bien entre elles. On peut parler même de synergie. Par exemple, la rareté et la possession donnent un sentiment d'exclusivité chez l'utilisateur. Et ça a montré, ça peut nous indiquer que l'utilisateur aime montrer peut-être des collections, des choses qu'il a acquéries avec son avatar dans des jeux, et des choses qui ne sont pas présentes chez tout le monde, soit exclusifs à lui, à son expérience. L'aversion à la perte et la curiosité nous donnent peut-être un sentiment de surprise. Et on va pouvoir voir que peut-être ces personnes qui sont sensibles à ces dimensions vont être sensibles à des éléments de jeu tels que des événements aléatoires, par exemple. Et enfin, la compétence et l'aversion à la perte fait plutôt ressurgir un sentiment de challenge de la part de l'utilisateur, une envie de challenge où l'utilisateur pourra peut-être risquer gros pour arriver à faire ses réussites et
et à atteindre ses objectifs personnels. Donc finalement, ce questionnaire peut être utilisé pour cerner plus facilement et rapidement les sensibilités et préférences des futurs utilisateurs. Et on pourra apporter plus de précision du coup avec ce questionnaire dans la phase d'idéation et identifier les éléments à placer et aligner avec les dimensions recherchées. Et on pourra aussi travailler bien sûr sur toutes les synergies possibles qui se dégagent de ce questionnaire. Néanmoins, ça demande quand même d'administrer l'utilisation de ce questionnaire, demande quand même que votre client, que le commanditaire de votre projet puisse transmettre le questionnaire à une bonne partie des futurs utilisateurs d'un dispositif gamifié, ce qui n'est pas souvent le cas. Alors, du coup, que se passe-t-il si vous ne pouvez pas transmettre ce questionnaire? Eh bien, c'est Nilo qui va répondre à cette question avec les Personicartes. Ouais. Le contexte des Personicartes était légèrement différent du questionnaire. À la base, les Personicartes ont été créées lorsqu'on avait un envie de réaliser une première introduction à l'univers de la gamification et à nos outils, hein, donc les gamificartes à l'époque, de façon plus courte que l'atelier gamificart qu'on fait à la base. Un atelier gamificart chez Feedback, il dure environ 3 heures, 4 heures. Normalement, c'est un travail c'est un atelier d'une après-midi, voire un peu plus loin en fonction d'à quel point on est dense dans les étapes les étapes de contexte, donc le F que je vous ai présenté auparavant, et le I, donc l'encadrement du public ou de la création d'une persona pour pouvoir créer ou générer des idées de gamification. L'objectif des Personicartes, ce qui a généré ce qu'aujourd'hui c'est les Personicartes, dans cet atelier, dans cette dynamique, c'était un atelier plus court, donc du coup un format qui dure 1 heure et qui a pour objectif de raccourcir et de permettre une personne qui n'est pas forcément, c'est même pas une question d'être à l'aise, mais qui est encore nouvelle au univers de la gamification, à des notions clés ou à des mots, spécifiques de la gamification, de permettre qu'elle puisse expérimenter, qu'elle puisse lâcher prise, qu'elle puisse naviguer dans l'univers de la gamification, aussi bien les éléments de gamification que les termes techniques de gamification, sans trop se prendre la tête ou même sans avoir cette connaissance préalable. C'était ça notre objectif à l'époque. Du coup, ça nous a fait créer ces murales à gauche, qui est un mural majoritairement composé de post-it, un petit canvas composé de post-it, où on donnait déjà un tas d'éléments déjà remplis. Donc, par exemple, le contexte, on les demandait juste au milieu de l'image à gauche. Tout d'abord, on demandait au contexte de définir majoritairement des mots-clés et de ne pas trop se centrer aux détails. Le contexte était plus pour créer une immersion dans les contextes, c'est-à-dire dans les types d'environnements, de types de services que la personne allait gamifier. Les objectifs, on les choisissait en préalable et on les donnait des objectifs pour qu'ils en choisissent un plutôt que de créer un objectif à zéro. Et pour la typologie des clients, donc du coup, pour choisir les clients, à droite, vous pouvez voir, il y a à côté des leviers des leviers d'engagement qu'on utilise chez Feedback, il y a 4 post-it par levier avec des affirmations qui vont incliner, enfin des affirmations qui voudraient dire que la personne est inclinée à un tel type de levier ou à un tel type de levier. Au début, vu que c'était un prototype, vu qu'on était en train de découvrir et expérimenter, les affirmations étaient plutôt banales, du genre, pour les leviers de curiosité aléatoire, c'est j'aime bien quand des événements aléatoires ont lieu dans ma vie. Ou pour le levier influence sociale, c'est j'aime bien travailler en équipe ou j'aime bien participer à des événements avec des amis ou de la famille ou avec d'autres personnes. Donc, du coup, c'était ces types d'affirmations qu'on voulait que les gens piochent plutôt que de réfléchir par eux-mêmes pour les expliquer qu'en fait, c'est ce type d'affirmation qui va définir au fur et à mesure une certaine type de préférence à ces leviers en question. Dans l'étape d'après, on faisait le parallèle entre les affirmations qui ont été choisies, dont les post-it ont été choisis, avec les gamificartes qui existaient. Donc, du coup, les gamificartes, c'est le 12e outil qu'on a chez Feedback, ce sont différentes cartes qui appartiennent à ces leviers, où chaque carte représente un élément ou un mécanisme de gamification qui peut être amené ou qui peut être incorporé dans un projet. Et du coup, c'était à partir des leviers choisis, à partir des post-it de type de clients choisis, que les gens piochaient les cartes pour avoir des idées de gamification pour la suite.
les petits détails là-dedans. Et je profite un peu pour répondre aussi à la question de Leïla par rapport au type de levier choisi en fonction de leurs utilisateurs. Les personnes à carte, ils vont être plus une direction donnée à l'utilisateur plutôt quelque chose écrit sur la pierre. C'est-à-dire qu'une personne va être plus penchée par l'influence sociale, mais ça n'empêche pas qu'un mécanisme lié à la version à la perte fonctionne avec elle. Comme il y avait montré dans le résultat du questionnaire, il y a certains leviers qui fonctionnent plus, donc du coup on a une présence ou une importance plus grande, mais ça n'empêche pas que les autres leviers existent. Donc, du coup, là, ça serait dans les étapes futures, dans les étapes suivantes du projet, de la définition de quels sont les leviers que je vais mettre en priorité plutôt que d'autres. Donc, du coup, c'est plus dans l'étape de idéation, enfin, suite à l'idéation, de choisir quels sont le mécanisme, quels sont les éléments de gamification que je vais choisir en fonction de leur pertinence, en fonction de leur efficacité et surtout en fonction de ce que moi, enfin, ce que le projet peut porter comme solution. Parce qu'après, peut-être, il y a une solution qui est trop parfaite, qui rentre directement avec ce que les clients ou les utilisateurs attendent. Donc, ça va être quelque chose de très immersif, parce que c'est un futur utilisateur qui aime bien l'immersion, mais on n'aura pas le budget pour le faire. Donc, du coup, qu'est-ce que ce sont les autres idées qui peuvent être utilisées? Donc, du coup, ce n'est pas quelque chose, c'est pas du noir-blanc en tant que mise en place. Les personnes à carte, on les a évoluées à partir de cette idée des post-it. On les a utilisées au début pour faire les challenges de gamification chez Feedback qu'on a fait en fin et début d'année. C'était des challenges ouverts au public, des challenges qui duraient une semaine de 2 semaines pour toute personne qui voulait y participer. Et pendant ces 2 semaines, on faisait un atelier. Donc, du coup, j'animais un atelier avec les canvas que je vais vous montrer pour expliquer et introduire la gamification et comment fonctionnerait cette première étape de cadrage, utilisateur et une introduction au Gamificart pour que les personnes puissent se lancer dans la gamification et apprendre un peu plus. Il y a Alex qui a mis le challenge en ligne, si jamais il y en a qui veulent voir un peu plus, creuser un peu plus sur les challenges qu'on faisait. Et à partir de ces challenges, on voyait qu'il y avait une réponse, une ouverture assez grande aux post-it. Et c'était au moment où, avec Alex, on a commencé à vouloir transformer ces post-it qui étaient utilisés de façon plus informelle dans un outil qui pourrait être amené à faciliter, en fait, dans un workshop ou dans un moment ou dans un autre moment, le choix ou l'interprétation de comment on va choisir le levier qui vont être affectés par les utilisateurs. Parce que, contrairement au questionnaire, le questionnaire, on va faire auprès d'un public qui on connaît ou qui on sait qui est notre public. Ce qui veut dire que les résultats du questionnaire, il va être forcément ou il va être plus précis, si on pourrait dire comme ça, par rapport à la réalité du projet. Les personnes à carte, contrairement à ça, il va être plutôt utilisé par la personne qui est en train de faire partie du atelier. Ce qui veut dire que normalement, ça va être plus le chef de projet ou un manager qui n'est pas forcément le client en question et qui, lui, il va se mettre à la place, il va faire un exercice d'empathie pour essayer d'imaginer à quoi l'utilisateur final va s'intéresser ou qu'est-ce qui va lui toucher plus qu'autre chose. Et du coup, parce qu'il y a un exercice d'empathie, sûrement, il peut avoir des précis. Enfin, en fin de compte, ça va être moins précis que les questionnaires, mais ça permet quand même de créer cet exercice d'empathie et de pouvoir se projeter dans l'utilisateur final et aussi d'avancer sur l'étape d'après, qui va être de choisir quels sont les gamificards, c'est-à-dire les éléments, les mécanismes de gamification qui vont être pertinents pour ce projet. Et là, à gauche en haut, on a un exemple qui est de la version actuelle euh, qui est toujours une évolution de Gamificart avec une affirmation d'immersion. Donc, par exemple, quand je suis pris par une histoire, j'ai la sensation d'y être réellement. Donc, par exemple, si je trouve que c'est une affirmation qui correspond à mon utilisateur, je vais conclure par la suite que les cartes liées à l'immersion vont être plus pertinentes à utiliser avec cet utilisateur. C'est gamifique. Ces personnes à carte, pour la suite, dans la communauté feedback, on a créé un canal exclusivement pour pouvoir la tester, pour que nos partenaires, enfin
nos amis de la communauté feedback puissent les utiliser dans leur projet et nous donner le feedback pour que nous, on puisse travailler dessus pour les améliorer pour la suite. C'était les moments aussi où, avec Julien, on a croisé les contenus des questionnaires avec les contenus des personnes à carte pour que les affirmations soient moins biaisées, parce que certaines étaient trop directes, aux limites de dire, par exemple, pour une carte aversion à la perte, c'est pour une carte comme immersion, c'est j'aime bien être immergé. Et c'était un peu trop direct. Et les échanges avec Julien nous ont permis de détacher un peu ça et d'améliorer les contenus des cartes également. Et c'est là où on va rentrer. Julien, sens-toi libre de plus qu'invité de rebondir là-dessus avec moi. Sur les différences entre les questionnaires et les personnes à carte, parce que les deux, ils appartiennent à la même étape, c'est-à-dire ce sont deux outils qui nous vont aider à mieux cibler, à mieux cadrer quels sont les leviers qui vont engager notre utilisateur, et ils sont utilisés dans deux contextes différents, ils ont des besoins différents pour être mis en place. Donc, pendant que les questionnaires, pour qu'ils soient plus efficaces, on aura besoin de beaucoup de participants pour que les réponses soient pertinentes. Dans les personnes à carte, on aura moins besoin de participants, en fait. La personne qui va piocher les cartes, elle peut le faire tout seul, même dans un cadre d'un exercice. Pendant que les questionnaires, il va y avoir une utilisation plus individuelle et intuitive du point de vue de la personne qui répond, parce que du coup, elle va juste répondre comment elle le sent. L'objectif, enfin, notre intérêt auprès du questionnaire, c'est le résultat d'un groupe et pas autant la façon dont un individu la répond tout seul. Entre-temps, contrairement à ça, les personnes à carte, vu qu'on est une personne ou un groupe de personnes qui vont le répondre, le processus de réflexion et de discussion pour décider quelles sont les cartes qui correspondent le plus à l'utilisateur va être plus important. Parce que de toute façon, les affirmations de ces groupes, des personnes cartes, vont être plus des affirmations estimées. Ils estiment que l'utilisateur vont être touchés par ces affirmations, plutôt que d'avoir l'utilisateur qui répond au questionnaire et qui affirme lui-même d'être touché, d'être affirmé, en fait, qui va chercher à affirmer, répondre positivement aux questions du questionnaire. Ce qui fait que le personne carte, en fin de compte, peut être un outil moins précis, mais qui est plus utile pour expérimenter, pour découvrir, pour se mettre à la place de l'autre et pour avancer plus facilement dans un projet de gamification. Tandis que les questionnaires, vu qu'on a besoin de récolter des données et tout ce qui va être de l'exploration va être plus long, plus cher et plus costaud, peut ne pas être aussi efficace, mais qui va donner des informations qui vont être plus précises et plus pertinentes liées au contexte. Donc, du coup, il y a une sorte de fiabilité, on va dire, du résultat final qui va être plus penché vers les questionnaires. Donc, plus d'efforts, plus de temps et un investissement pour créer un échantillonnage et pour creuser et pour le valider, on va dire. Tandis que les personnes à carte, il y a un moins d'efforts dans le temps et d'investissement, mais que les résultats, ils ont pas sauvegarde, mais on doit avoir ces reculs du point de vue qui a été les personnes qui ont défini ces personnes, qui on a choisi ou qui on a affirmé que les utilisateurs finaux vont l'utiliser. Et comme je disais auparavant, qu'il soit parce que la personne a choisi les personnes à carte qui disent « je préfère travailler en équipe plutôt qu'en solitaire » ou « je suis souvent l'avis de mes proches » ou parce que dans les questionnaires, elle a répondu plus des questions qui sont liées au levier d'influence sociale, qui est celui qui est tout en haut, ça va amener que la personne utilise des gamificards comme la validation sociale, les conformismes, la collaboration, qui vont être plus dans l'ordre du social, dans l'influence sociale. Et ça n'empêche non plus, donc par exemple dans les questionnaires, on a un deuxième levier qui est plus avancé, qui est le levier du sens, qui est celui à droite, où parmi les personnes à carte, il y a une affirmation qui appartient à un autre levier. Ça n'empêcherait pas non plus qu'on ait une gamificard qui est activée, donc la gamificard de contribuer, qui va être liée à tout ce qui va, tous les éléments qui permettent de répondre ou de contribuer à un contenu qui est collectif, d'être pertinent dans le projet en question. Les gamificards, en fin de compte, même les personnes à carte aussi, ce sont un moyen, ce sont des moyens pour atteindre un résultat et donc du coup, ce ne sont pas ce ne sont pas des éléments figés dans un processus non plus. Et juste pour finir aussi,
par rapport au questionnaire et aux personnes à cartes. Un autre intérêt, c'est parce qu'à présent, on a 69 cartes, ce qui fait beaucoup de matière pour créer beaucoup d'alternatives et ce qui crée une masse, en fait, un volume de mécanismes et d'éléments de gamification à gérer. L'objectif est aussi de trier et de choisir celles qui vont être plus pertinentes. Et je mentionne ça parce qu'en ce moment, on est en train de travailler sur une nouvelle version de Gamificart, notre Gamificart V2 avec plus des cartes et avec même des mécanismes qui vont être touchés par plus dans l'évier. Et les nouvelles Gamificart, on aura 90 cartes. Donc, l'importance de comprendre quels sont les leviers les plus importants pour pouvoir utiliser des éléments et des mécanismes de gamification qui sont pertinents ou qui correspondent en fait à ces contextes et à ces utilisateurs, en fait, à cette persona, on va dire, qu'on a créé ou à ces publics cibles. Si vous voulez plus d'informations, je vais copier-coller le lien dans le chat s'il n'y a pas Alex qui l'a déjà fait. Et du coup, pour nous, c'est ça. Merci de votre attention. On va regarder s'il y a des questions dans le chat. Et merci beaucoup. Merci. Alors, je crois que tu avais répondu, Nilo, à la première question de Leïla. Si les futurs utilisateurs ont... Ou alors, Laurence, est-ce que je vous laisse présenter les questions qu'il y a dans le chat? Comme vous voulez. Donc, bon, il y a eu des questions sur est-ce que les personnes à carte vont être en vente, et Alexandre a répondu à cette question. Alors moi, j'avais une autre question qui est liée à la corrélation entre le levier influence sociale et les autres leviers. Vous n'avez pas repéré de corrélation entre les deux. Et il semble aussi que la majorité des joueurs soient liés à l'influence sociale. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut avant tout se baser sur tout ce qui correspond à ce levier-là? Donc, moi-même, je crée des serious games et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en général, dans mes utilisateurs, ils ont souvent l'influence sociale, parfois autre chose, mais c'est la majorité. Après, oui, alors du coup, l'influence sociale, dans le questionnaire, on l'a trouvé dans pas mal, en fait, dans plusieurs autres dimensions. Il y avait des fois l'influence sociale qui était toute seule, et là, on voyait plutôt, donc, du coup, un aspect collaboratif qui était présenté. Et en fait, comme j'ai dit, en fonction du traitement des outils statistiques, on a dû éliminer quelques questions, et certaines de l'influence sociale notamment. On a pu voir que l'influence sociale, donc ça avait un lien avec, un lien entre elles dans la collaboration, que ça avait un lien avec certaines dimensions de compétences pour, au contraire, apporter peut-être un sentiment de supériorité de la part de l'utilisateur, quelque chose comme la concurrence. Et les deux d'ailleurs s'influençaient négativement entre elles, concurrence et sentiment de supériorité. Donc ouais, il y avait ça dessus, il y avait que ça comme corrélation pour l'influence sociale. Et après, la question, c'était est-ce qu'on doit s'intéresser à l'influence sociale principalement, c'est bien ça? oui, c'est ça. Au final, il faut peut-être dans tous les cas mettre l'influence sociale. Alors, je pense, après, on l'a pas vu dans le questionnaire, mais je pense que ça, d'après les écrits, ça doit apporter des dynamiques de jeu qui sont assez importantes dans la gamification ou dans les jeux en général, des compétences de compétition qui sont très présentes. Et je pense qu'il faut bien, dans le cadre de vos serious games ou de votre gamification, si vous faites avec plusieurs utilisateurs, oui, il faut faire attention à l'influence sociale, mais ne pas enlever, ne pas apporter moins d'attention sur les autres. J'aimerais bien complémenter la réponse de Julien. Il y a l'enjeu là derrière sur des projets futurs. Ça joue un peu sur ce qui est attendu au préalable, c'est-à-dire qu'on va créer, par exemple, un nouveau jeu. C'est tellement commun que dans tous les jeux, on puisse, par exemple, envoyer des messages. Quand on a un jeu, enfin, quand quelqu'un commence à jouer un jeu et il ne peut pas envoyer de message, ça choque la personne que cet outil n'est pas disponible parce qu'il y a une récurrence dans tous les jeux dans certains segments. Et du coup, c'est même plus qu'une question de profil, enfin de réponse à un profil qui est plus penché par les sens ou par la possession. Ça va être des mécanismes ou des fonctionnements, enfin des éléments qui existent dans certains jeux qui vont être tellement récurrents que l'utilisateur, quoi qu'il soit poussé ou pas par ce levier, il va s'attendre à ça comme élément. Donc, du coup, il y a un petit enjeu là-dessus. Et un deuxième enjeu que là, on n'a pas encore avec les questionnaires, mais avec beaucoup de réponses, on va dire, on pourrait avoir un profil type, c'est-à-dire une moyenne de toutes les personnes qui répondent à ce questionnaire,
et ça pourrait dévoiler que sur 5 000, sur 10 000 personnes, il y a légèrement plus d'influence sociale que tous les autres leviers. Et là, on pourrait conclure que l'influence sociale est, par défaut, un levier qui fonctionne ou qui influence une majorité de la population plus que les autres. Et comme je disais pendant la présentation, ça ne veut pas dire que les autres leviers ne fonctionnent pas, ça veut juste dire que les leviers d'influence sociale, il est presque attendu. Et je pense que là, ça va jouer vraiment dans un contexte, parce qu'on aura des contextes où l'échantillon de personnes, on va dire, ils vont être plus sociables dans d'autres pays ou qui dans certaines tranches d'âge en spécifique et qui vont être moins amenés à être influencés socialement que dans d'autres cultures ou dans d'autres tranches d'âge ou dans d'autres secteurs de profession, par exemple. D'accord. Alors justement, il y avait une question de Laïla sur la tranche d'âge. Si les futurs utilisateurs sont des adolescents, vaut-il mieux élaborer un questionnaire adapté plutôt que d'utiliser les personnes à carte qui sont toutes faites? Alors du coup, en fait, le questionnaire a été validé a été traité et validé via les outils SPSS en faisant attention, via les outils IBM, en faisant attention à utiliser les bonnes pratiques scientifiques de la validation d'échelle de questionnaire. Donc peut-être les questions seraient peut-être à adapter, mais en tout cas, je pourrais pas vous dire si ce questionnaire, si vous l'adaptez, aura la même signification que le questionnaire qu'on a fait à présent, enfin aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. Et après, ça dépend, enfin, ce qui pourrait jouer là-dessus aussi, c'est une question de développement de projet, c'est-à-dire si c'est un projet où vous pourriez avoir des centaines de réponses, des dizaines de réponses pour que les réponses soient pertinentes, ça peut vouloir la peine d'utiliser les questionnaires. C'est-à-dire si vous avez en lycée ou en collège, où vous avez 200 adolescents et qui sont au moins 150 sûrs de le répondre. Si c'est un petit groupe d'adolescents ou si vous voyez que dans le cadre du projet, c'est moins possible en fait de dispatcher, enfin de déployer le questionnaire avec une quantité si importante, peut-être d'avoir un échantillon, enfin un groupe d'adolescents plus petits et de le faire utiliser les gamificards de personnes à carte pour qu'eux, ils disent ça me correspond plus, ça me correspond moins, ça peut être une piste déjà à creuser pour la suite du projet, pour qu'ils puissent avancer. Pour après, parce que de toute façon, dans le cycle du projet, là, on vous avait présenté les outils qu'on utilise dans I, donc du coup, dans l'étape de identification des leviers à un public cible ou à des utilisateurs. Mais en fait, pour la suite, dans un projet, l'objectif, c'est que les gamificards qui ont été choisis, donc les éléments et les mécanismes, ils soient matérialisés, si on peut le dire comme ça, dans le sens qu'ils soient réfléchis de comment ils pourraient être mis en place et aussi qu'ils soient validés. Donc, du coup, c'est des étapes qui arrivent en aval du projet. Et c'est en ce moment que la méthode, en fait, elle ferme la boucle et elle discute. Enfin, ce n'est pas une méthode linéaire dans l'absolu. Donc là, je serais, en fonction de ces contraintes, de quantité de personnes et de temps, je serais plus penché personnellement à des personnes à carte ou une facilité de mise en place. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Donc, une remarque de Laïla aussi qui dit que forcément, avec les plus jeunes, les ados, le levier nature-environnement est quasiment impératif. D'autres questions? Alors, je vous invite à laisser les coordonnées de votre communauté ou votre LinkedIn ou mail dans le chat pour que chacun puisse vous retrouver. Oui, merci. Alors, moi j'ai une dernière question. Tout au début, vous avez parlé de, je ne sais plus quel chercheur, qui parlait que souvent l'échec était dû à un poor design. Et est-ce qu'ils ont identifié à quelle étape dans la conception, Gartner, à quelle étape ça pêchait le plus souvent, qu'on soit un petit peu plus attentif à cette étape-là Alors, du coup, c'est un cabinet de recherche. Et en fait, il parlait vraiment des… c'est ça, il parlait, Gardner, c'est un cabinet de recherche, et il parlait des gamifications qui existaient déjà en 2014, qui étaient assez génériques. On utilisait surtout du point, badge et leaderboard, des choses qu'on voit encore aujourd'hui et qui n'apportent pas forcément de plaisir, pas forcément d'engagement de la part de l'utilisateur. Donc, ça peut être dans la phase d'idéation, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de phases d'analyse utilisateur qui étaient présentes. Je ne me souviens pas qu'il y avait de phase qui était expliquée, puisque dans les chercheurs que je présente après qui ont établi la méthode, c'était en 2017.
Il ne me semble pas que Gartner avait identifié de phase particulière. D'accord. Voilà, c'était le problème des gamifications génériques. Et juste pour aussi complémenter la réponse de Juliane, je pense que là, ça va rejoindre pas nécessairement une phase d'exécution, mais peu importe, enfin, en reprenant le levier que nous, on utilise chez Feedback, peu importe le levier, il y a une étape qui est liée à l'exécution, on va dire, du levier. Là, on parle de design, mais si on prend le design au sens plus large et on parle des leviers d'influence sociale, si dans un projet, on veut on veut mettre en place des mécanismes ou des éléments qui vont utiliser de l'influence sociale, mais qui en fin de compte, les utilisateurs ne s'approprient pas de ces éléments, et du coup, l'influence sociale n'a pas lieu, là, ça va pas aboutir. Je dis ça comme un exemple, mais ça peut fonctionner pour n'importe quel levier. C'est-à-dire qu'on veut utiliser les leviers de possession, mais que du coup, les utilisateurs n'ont pas intérêt de posséder les éléments ou le visuel ou quoi que ce soit l'élément qu'on va donner pour qu'il possède, ça va échouer aussi par conséquent. Donc, du coup, en fait, pour chaque levier, il y a des précisions liées au levier en question qui vont jouer un enjeu dans l'appropriation de la personne. Et c'est là où ces travails qu'on fait en amont d'identifier contexte, utilisateur et trouver quels sont les leviers qui vont être plus adaptés à ces contextes et à cet utilisateur, ils vont jouer en fait dans ces, entre guillemets, je vais appeler un pari, mais ce n'est pas autant parier, mais il y a un pan de non-contrôle, enfin, ça dépasse un peu ce qu'on peut contrôler comme environnement lors de l'appropriation par l'utilisateur.